Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre balado sérieux, mais pas trop. L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens saison 4. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Et on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram à meropodcast.fr. Et à nous donner des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à nous partager vos commentaires en nous écrivant à meropodcast.fr@gmail.com. Ceci est l'épisode 86, de l'importance du mot presque. Le calme du Regnum Francorum dans les années 40 a de quoi surprendre, après 2 décennies pleines de coups tordus, de guerres et de révoltes à gogo. La fin de règne de Théodebert semble avoir surtout été consacrée aux impôts, aux conciles d'évêques et aux constructions pieuses pour les rois mérovingiens. Donc une décennie où, en tant qu'observateur, on s'est un peu fait chier, pour être honnête. Alors, est-ce que cette longue période de calme est un simple hasard du calendrier ? Ou c'est juste l'âge et la santé, voire la maturité des rois qui entrent en compte ? Impossible à dire. Mais qu'ils le veuillent ou non, les années 50 sont là et vont amener leur petit lot d'animation, comme nous allons le voir dans cet épisode. « 12 ans. Théodebald Ier monte sur le trône à 12 ans en 548. Maximum 12 ans pour être exact, vu qu'on n'a pas la date précise de sa naissance, quelque part entre 536 et 540. Alors, 12 ans, 10 ans, 8 ans ? Dans tous les cas, c'est un garçon encore très jeune qui monte sur le trône. Et un roi qui cumule les difficultés en réalité. D'abord, celle d'une immense solitude. Alors attention, en tant que prince mérovingien, Théodebald n'est jamais vraiment tout seul et doit perpétuellement être entouré d'une cour de dignitaires et de serviteurs au quotidien. Mais pour les proches, la famille, là, c'est une toute autre histoire. Car le jeune roi vient donc de perdre son père et tout laisse croire qu'il est le fils de Deutéria, la belle aristocrate languedocienne chassée de la cour alors qu'il était vraiment tout petit pour des raisons politiques. Et autant qu'on le sache, il ne dispose donc d'aucun oncle, ni aucun autre parent masculin proche pour le guider dans ses premiers pas de roi du Regnum. En conclusion, un quasi-orphelin qui ne dispose apparemment que d'une tante, une certaine Théodechilde, et d'une petite sœur. 2 personnages dont on ne sait rien et qui ne remplacent sûrement pas l'absence de ses parents dans un moment aussi délicat que sa prise de pouvoir en 548. Et puis, être un quasi-orphelin n'est pas le seul malheur de ce roi en réalité. Car Théodebald est aussi en mauvaise santé. Handicapé pour être précis. Le roi souffre apparemment d'une paralysie des membres inférieurs. Même si on ne connaît pas la nature précise de son mal, qu'il ait eu une affliction depuis sa naissance ou un mal dégénératif, le roi va s'avérer incapable d'utiliser ses jambes lorsque les chroniques se mettent à le mentionner. Et donc, de mener le moindre combat ou de diriger des troupes sur un cheval. Théodebald, l'infirme, part donc avec de gros handicaps. Pas de crib bashing, s'il te plaît, Xavier. Ce n'est pas sa faute, après tout, si le 6e siècle n'était pas inclusif. Quoi qu'il en soit, Théodebald manque de tout ce qu'il faut pour devenir un roi puissant chez les Francs. Combien de temps aurait pu tenir un gamin aussi faible à Ravenne, à Tolède ou à Carthage ? Sans doute moins de 3 minutes. Visigoths, Ostrogoths, Vandales, tous les autres royaumes auraient rejeté ou assassiné un candidat pareil, vu son incapacité totale à projeter de la force martiale attendue dans ce rôle. Mais Théodebald l'infirme devient pourtant roi du Regnum en 548, à la mort de son papa, malade ou déchiqueté par un bison, à vous de voir. Et plus bizarre encore, personne ne semble contester ce couronnement. Ni ses grands-oncles Childebert et Clotacar le Futé, ni Séleude, ni aucun autre lointain cousin un peu ambitieux. Non, le gamin monte sur le trône et à en croire les textes, personne n'y trouve à redire. La seule explication crédible, à mon sens,
c'est l'aura sacrée des rois mérovingiens. Des hommes au sang magique, descendants de Mérové ou d'un autre surfeur nicéen chevelu. Et qui apparaissent maintenant comme les seuls capables d'occuper le trône aux yeux des Francs. Ça peut sembler bizarre, mais c'est peut-être que ça doit commencer à imprimer dans les têtes 100 ans après le règne de Childéric. Une autre façon de voir les choses, c'est que les Grands et les Leudes de l'Est n'ont que Théodebald en 548 sous la main pour postuler au job. À moins, bien sûr, d'appeler un des deux grands-oncles survivants ou un de leurs cousins. Ce qui, apparemment, ne motive pas grand monde. Et donc, ton hypothèse, si je comprends bien, c'est que nos aristocrates acceptent de faire contre mauvaise santé bon cœur, en misant sur l'infirme. C'est ça? Théodebald monte en effet officiellement sur le trône cette année-là. Mais ce qu'il dirige précisément, ça c'est une toute autre affaire. D'ailleurs, le chroniqueur byzantin Agathias note qu'un gouverneur a été choisi pour piloter le royaume durant la minorité du roi. Ce qui semble cohérent d'ailleurs. Un homme qu'on va connaître sous le nom probable de Condat. Alors, est-ce que le brillant Théodebert a organisé sur son lit de mort une forme de régence pour soutenir son fils trop faible avec un homme fort du royaume, un ecclésiastique ou un militaire capable de faire régner l'ordre et de garder les aristocrates de l'Est et de l'Auvergne sous contrôle avant que Théodebald n'atteigne sa majorité? Peut-être. Mais il y a aussi une autre possibilité, celle d'un homme choisi par les Leudes eux-mêmes, surtout si Théodebert est mort brutalement avec son bison, et qui devient non pas le nouveau tyran de l'Est, mais disons plutôt le chef d'orchestre, pour que le regnum continue de fonctionner sans trop de heurts pendant les premières années de Théodebald. D'ailleurs, et ce n'est pas un hasard, le début de règne va être marqué par pas grand-chose en fait. Pas de grandes campagnes militaires, pas de grands coups d'éclat politiques, pas d'épouses ou de concubines ou d'enfants, et pas de charte non plus, ni de fondation d'église ou de mise en place de conciles. Rien de très notable apparemment. On a bien la trace d'une dispute autour de l'évêché de Clermont pour savoir qui doit récupérer la crosse, mais la seule information utile à propos de cette histoire locale qui passionne Grégoire évidemment, c'est que l'affaire finit par remonter à la cour pour trancher le problème. Et l'évêque de Tours précise que les parties impliquées finissent par déclarer, et je cite, « Nous traiterons avec les grands du roi Théodebald ». Les grands. Tout est dit, non? À faire un pari, Théodebald est incapable, au moins sur les premières années, de s'imposer à la tête du royaume en tant que souverain réellement aux manettes, ce qui n'est pas forcément très surprenant du fait de son jeune âge comme de son état physique. Le jeune ado n'est qu'une figure emblématique au début des années 50, un homme de paille restant totalement sous la coupe de ce mystérieux gouverneur Condat et des grands du royaume uni qui pilotent tout en fait. D'ailleurs, si on y réfléchit, c'est peut-être là la véritable raison pour laquelle l'infirme a récupéré si facilement le trône en 548. Est-ce que vraiment c'est par défaut que les Leudes ont choisi Théodebald ou accepté la décision de Théodebert le Brillant en n'ayant personne d'autre que lui à mettre sur le trône? Ou plutôt, c'était ça leur option préférée, plutôt que d'aller chercher un souverain puissant comme Clotacar ou Childebert. Mettre un roi très faible sur le trône de leur part du royaume pour être sûr que personne ne vienne les régenter ensuite pendant des années. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut être sûr de rien. Que ce gouverneur ait été téléguidé par Théodebert sur son lit de mort, ou que ce soit le désir de stabilité des Leudes qui est primé, cela ne change rien à l'affaire au final. Théodebald l'infirme, un roi de paille qui n'a pas le contrôle sur grand-chose. Ce qui est, si on y pense, tout bénéfice pour les aristocrates avec un des leurs à la tête des opérations. Une machine administrative et diplomatique qui fonctionne tranquillement dans ce royaume très décentralisé, ce qui les laisse profiter de leurs richesses et de leurs privilèges dans leur petit fief. Faut juste qu'en arrivant à l'âge adulte, Théodebald ne décide pas de se rebeller tout d'un coup. Ce serait le risque effectivement. Mais apparemment, tout le monde a compris que le risque est assez faible avec ce garçon, même avec l'âge venant. Après tout, comment un gamin sans éducation royale ou modèle devant lui pourrait apprendre à s'imposer face à son gouverneur et aux hommes aguerris qui peuplent sa cour depuis son enfance? Surtout s'il a une santé chancelante. D'ailleurs, on dit Théodebald assez aigri comme garçon et très velléitaire. Un gamin au caractère vindicatif et au tempérament délicat. Autant de détails rapportés par les chroniques
qui laisse entendre que l'adolescent n'a déjà pas les capacités physiques pour devenir un guerrier puissant, mais qu'il n'a pas non plus le caractère ou l'éducation pour entreprendre quoi que ce soit d'ambitieux en dirigeant les forces vives du royaume. Théodebald l'Infirme va donc régner officiellement à partir de 548, mais sans laisser d'empreinte notable, ni la moindre action frappante pendant plusieurs années. En tout cas, jusqu'à l'automne 552 ou le printemps 553. Car c'est durant cet hiver que le destin va venir frapper à sa porte. Des ambassadeurs ostrogoths débarquent tout à coup dans le nord pour parler au roi. Enfin, officiellement, c'est surtout son entourage, avec le gouverneur et les grands du royaume unis autour de lui, que nos hommes viennent rencontrer. Une visite diplomatique qui n'est pas du tout de courtoisie, car nos émissaires déclarent qu'ils ont délibérément choisi de lui rendre visite à lui, personnellement, et pas à ses deux oncles Childebert le Brouillon ou Clotacar le Futé, qui sont, selon leur dire, trop éloignés pour pouvoir faire quoi que ce soit. Car ces ambassadeurs, qui affirment représenter le peuple ostrogoth en Italie, viennent demander officiellement l'aide de Théodebald Ier pour reprendre la guerre contre les Byzantins bien sûr, et les aider à les chasser définitivement de la péninsule. Non, arrête. C'est quoi ce retournement de situation? Rappelons-nous qu'on avait laissé le brillant Théodebert en 540 se faire envoyer valser par le roi des Ostrogoths après sa double trahison. Le roi de Ravenne avait même préféré se constituer prisonnier et s'aborder son royaume plutôt que d'écouter les propositions de cette bande de francs à 6 sous qu'il avait bien poignardé dans le dos avec la prise de Pavie. J'en étais resté là et je pensais que le royaume indépendant avait été rayé de la carte et que Byzance avait repris le contrôle du pays. C'est quoi ce revival gothique avec ce royaume qu'il faudrait sauver 13 ans plus tard? La capture du roi Witigès et de sa capitale Ravenne a dû sonner comme la fin de partie pour les Ostrogoths. Et tout le monde l'a interprété comme ça, à commencer par l'empereur Justinien, trop heureux d'imaginer la guerre d'Italie terminée après 5 années d'opérations difficiles. Mais parfois, il faut se méfier de ces triomphes presque complets, quand justement, ils ne sont que ça. Presque. Car l'empereur Justinien va cumuler 3 drames successifs dès la reddition de Witigès en 540 qui vont transformer une situation très favorable en catastrophe absolue. La première est de son fait, donc il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Parce que, sans doute par peur de s'acheter un concurrent, l'empereur retire son général en chef d'Italie et laisse plusieurs commandants opérationnels sur le terrain pour finir la guerre avec un minimum de troupes à la reddition du roi, imaginant que ces derniers bastions tomberont bien tôt ou tard devant l'invincibilité byzantine. Des commandants impériaux qui, évidemment, vont refuser de travailler ensemble pour achever le conflit pour de bon et détruire les Ostrogoths retranchés dans leur dernière place forte dans le nord de l'Italie. Deuxième souci pour Justinien, qui se conjugue au premier, c'est évidemment le retour des Sassanides. Alors, ça doit faire 50 épisodes à la suite où la même histoire semble se reproduire. Donc désolé pour la répétition, mais une nouvelle fois, l'empereur sassanide à l'Est fait voler en éclats la soi-disant paix éternelle, c'est son nom, signée 8 ans plus tôt avec Constantinople. Et le retour des hostilités en Mésopotamie force Byzance à transférer une énorme partie de ses troupes en dégarnissant le front italien. Dernier paramètre, 541, c'est l'explosion d'une menace totalement inattendue qui va littéralement changer toute la phase de cette guerre, comme celle du bassin méditerranéen dans son ensemble. Car tout commence cette année-là dans le port de Péluse en Égypte, un port bouillant d'activité où on embarque généralement le grain produit dans la vallée du Nil à destination de toutes les villes de l'Empire. Et le responsable de la catastrophe est une puce. Eh oui, une minuscule puce qui va piquer un homme de Péluse, une puce qui a dû rencontrer un rongeur dans une des cales du navire du port. Sauf qu'après avoir été piqué, l'homme est frappé quelques jours plus tard d'une poussée de fièvre et de frissons accompagnés rapidement de douleurs de plus en plus fortes. Des symptômes couronnés par l'apparition de nécroses aux extrémités et de ganglions noirs sur tout le corps au bout de quelques jours. Et alors que cet homme s'enfonce vers la mort avec un collapse de ses différents organes ponctué de vomissements de sang et de pourrissement des organes, une dizaine de ses proches commencent à leur tour à présenter les mêmes symptômes. Printemps 541,
Une épidémie de peste bubonique appelée peste justinienne se déclare donc en Égypte et va se répandre à travers tout l'Empire via ses ports à une vitesse foudroyante. Toutes les grandes villes d'Orient sont touchées dès 542 et l'épidémie va apparemment faucher des millions d'habitants. Les chiffres restent disputés à ce jour entre historiens et probablement incalculables. Mais on estime que jusqu'à 40% des populations urbaines, et donc une belle fraction de la population de l'Empire dans son ensemble, va être emportée en l'espace de quelques années par la propagation foudroyante de l'épidémie. Et en 541, pour le pauvre Justinien, ce n'est pas une escadrille d'emmerdes qui vole à sa rencontre, mais une véritable armada. Avec la peste bubonique en pompon sur la merde, le comble du pas de bol. Parce qu'en plus des tombereaux de soldats ou de recrues qui vont pourrir sur pied, c'est aussi toute l'économie de l'Empire qui va être mise à mal, ravitaillement en tête. Et en guise de crottin sur le pompon, cela arrive juste à la suite des années pourries liées au petit âge glaciaire post-536, qui avait fortement nui à l'agriculture. Et oui, c'est clair, Justinien était bien grand, blond, frisé, avec une sandale rouge et une énorme dose de guigne. Et c'est comme ça que les Ostrogoths, vernis comme pas possible, profitent des 3 effets combinés qui ont mis l'Empire à genoux en Italie pour réussir la remontada du siècle. Une reprise presque totale de leur pays des mains des Byzantins, en l'espace de quelques années, sous le leadership d'un nouveau roi énergique. Mais dans presque total, bien sûr, il y a presque. Le nouveau roi ostrogoth va recapturer la plus grande partie du territoire italien entre 541 et 552, en écrasant la quasi-totalité des forces impériales accrochées à quelques places fortes inexpugnables comme Ravenne ou les territoires du sud du pays. Le roi ostrogoth va même envoyer une ambassade au brillant Théodebert en 548, un peu avant sa mort, pour lui demander sa fille en mariage et sécuriser pour de bon sa nouvelle situation de force. Mais le roi des Francs va préférer décliner cette offre, soi-disant parce que le roi des Ostrogoths aurait une sale réputation à en croire la chronique. Une explication qui, venant de Théodebert, ne manquerait pas de sel. Non, le plus probable, c'est que le brillant n'était pas tout à fait sûr de la solidité du pouvoir goth, dû autant à leur unité politique exceptionnelle ces années-là qu'à l'affaiblissement temporaire des Byzantins, 2 paramètres probablement pas censés durer indéfiniment. Et en l'occurrence, dès 551, les Byzantins contre-attaquent massivement, se choisissant un nouveau général en chef de qualité pour reprendre le pays et tout le terrain perdu. Ce qu'ils vont faire en l'espace de 2 ans seulement. Le général byzantin arrive même à tuer le roi des Ostrogoths, puis son successeur lors de 2 batailles rangées géantes au cœur de la péninsule italienne. Fin 552, c'en est fait de la Reconquista ostrogothique. Le sud repasse sous contrôle byzantin et les armées de Constantinople repartent méticuleusement à l'assaut des dernières places fortes au nord, en tentant de rallier un maximum d'Ostrogoths, ou en exterminant les plus récalcitrants. Et la plupart des barbares vont effectivement abandonner la lutte, sans doute fatigués de 20 années de sacrifices avec un retour à la situation désespérée de 540. Presque tous, mais seulement presque. Car quelques aristocrates, représentant ce qu'on appellerait la faction indépendantiste, décident donc de tenter le tout pour le tout avec le fils de Théodebert le Brillant et débarquent donc dans le nord, hiver 553. Alors c'est donc ça, le contexte du retour des ambassadeurs ostrogoths. Et même s'ils s'étaient jurés de ne plus jamais faire appel aux Francs, 10 ans après la trahison du Brillant, ils sont obligés de venir supplier Théodebald l'Infirme, puisqu'il est leur dernière chance. Mais de la même façon, depuis la fin des hostilités en 540, de l'eau a bien dû couler sous les aqueducs. Et il est tout à fait possible que les Francs aient pu se rabibocher avec Constantinople, non? Alors dis-nous, est-ce que la Francisque de guerre a été enterrée entre les 2 puissances européennes? Eh bien, ce n'est pas si clair que ça. Disons plutôt qu'on en est arrivé à une cessation des hostilités. Car la correspondance a repris entre Byzance et le royaume des Francs de Rhénanie depuis la mort du Brillant. L'empereur a envoyé des cadeaux pour féliciter le jeune roi Théodebald et renouer les liens cassés par la trahison de son papa. Une branche d'olivier donc, envoyée par l'empereur, accompagnée de quelques mises en garde du genre
de ne pas suivre les vilaines voies de votre père. Le chroniqueur Procope nous raconte même un long discours de son ambassadeur, expliquant en long et en large que s'associer de nouveau aux Goths serait une grave erreur pour les Francs, et qu'il serait temps de se ressaisir en honorant cette fois pour de bon l'alliance avec Constantinople. Et la réponse de Théodebald l'Infirme, conservée dans les archives byzantines et qu'on a pu retrouver, ne va donc pas traîner. Le roi des Francs remercie évidemment l'empereur de ses cadeaux, accepte son amitié et rejette en bloc toutes les vilaines accusations qu'on veut coller sur le dos de son papa. Alors attention, tout ça en langage diplomatique du Haut Moyen-Âge. Ni Théodebald ni son entourage ne vont envoyer bouler l'empereur. Personne ne fait ça à l'époque. Non, en 548, on accepte simplement de reprendre des relations diplomatiques normales, vu que de toute façon, les Francs ne sont pas capables de faire plus que ça militairement parlant, avec un roi si jeune et si faible sur le trône. Alors, autant calmer le jeu, sans pour autant s'abaisser à reconnaître la moindre culpabilité ou admettre une forme de vassalisation. Et encore moins resigner une véritable alliance avec un empire toujours craint, mais plus vraiment respecté. Ou alors, peut-être qu'ils sont devenus pacifiques. Non, je déconne. À mon avis, comme le dit Procope, le chroniqueur policier, ils ne pensent qu'à leur intérêt, et personne n'a envie de mourir pour Danzig. Ravenne. On a juste prolongé la trêve dès 548 en prenant courageusement le parti de la neutralité. Les Francs refusent donc de reconnaître la moindre responsabilité ou la moindre obligation dans cette guerre qui n'en finit pas au sud, et décident fermement de se laver les mains de ces embrouilles. Donc, début 553, cette ambassade ostrogoth est vouée à l'échec. À première vue, oui. Pourquoi Théodebald l'Infirme, incapable de toute façon de mener une guerre lui-même, irait s'embarquer dans une telle aventure? Les chroniques sont d'ailleurs explicites sur le fait que les ambassadeurs ne représentent même pas toute leur nation, une partie ayant définitivement jeté l'éponge et s'étant ralliée aux Byzantins, ce qui n'est pas très étonnant après 20 ans de guerre qui ont ravagé la péninsule. En clair, l'ambassade a tout d'une tentative désespérée, où les émissaires déroulent, tout honteux but, le double argumentaire habituel pour supplier Théodebald d'intervenir. D'abord, que cette guerre doit être entreprise de manière défensive pour les Francs, qui, s'ils laissent les Goths se faire écraser, se retrouveront à leur tour en première ligne contre les Byzantins, qui n'arrêteront sûrement pas là leur campagne de reconquête une fois l'Italie reprise, alors que la Tunisie vandale est toujours sous leur contrôle et que les hostilités sont en train de s'amplifier avec l'Ibérie visigothique. Et deuxième argument qui fait toujours mouche avec nos héros, bien évidemment, les Ostrogoths leur promettent de l'or. Beaucoup d'or, une montagne d'or, du butin à gogo, des pillages garantis dans toute leur campagne que les Ostrogoths compléteront avec des sommes considérables si les Francs leur viennent en aide. Mais Théodebald Ier, sans doute bien cornaqué par ses aristocrates, va tout de même refuser l'offre des Ostrogoths de 553. Un « merci mais non merci » en fait, que retourne le roi aux ambassadeurs malgré leurs superbes promesses. Et pour le chroniqueur byzantin, l'explication de ce camouflet diplomatique, c'est le caractère du roi tout bêtement. Car Théodebald n'est pas un combattant. Il n'a ni la flamme du guerrier, ni l'intelligence stratégique et encore moins la force physique pour saisir l'opportunité en or que lui offrent les ambassadeurs. Ce qui est bien possible. Oui, mais il y a peut-être d'autres explications. Surtout si, vu son âge et son handicap, ce n'est pas vraiment lui qui décide à la cour, en fait. D'abord, qu'est-ce que valent exactement les promesses des Ostrogoths alors que leur royaume a été pillé 10 fois et qu'ils ne contrôlent plus qu'une minuscule partie au nord? Quelles que soient les richesses qu'ils font miroiter, tout le monde sait que ce ne sont que de belles paroles. Que les Ostrogoths n'ont pas les moyens de leurs ambitions et que si les Francs veulent des richesses, c'est à eux d'aller les arracher, des mains de leurs ennemis et à la pointe de la Francisque. Et puis, il y a un autre problème. Car oui, les ambassadeurs viennent bien rencontrer officiellement Théodebald l'Infirme, c'est vrai. Mais dans le fond, est-ce que c'est le roi qu'il faut convaincre ou c'est ses aristocrates? Car là encore, le chroniqueur nous donne un détail important. Les ambassadeurs se présentent devant le roi et les grands. Les deux sont cités nommément. D'ailleurs, dans leur appel à l'aide, les Ostrogoths, assez réalistes,
présentent leur requête de manière intelligente, en demandant à Théodebald non pas de se déplacer lui-même, ce qui est totalement invraisemblable, mais d'envoyer un général commander les troupes pour lui. Ce qui serait, notez-le, une première dans l'histoire des Mérovingiens, mais qui doit être une approche réaliste, vu l'état de santé du roi. Donc la demande ostrogoth, formulée devant la cour, semble bien être autant adressée aux aristocrates qu'à Théodebald lui-même dans le fond. Et peut-être que justement, le problème, c'est bien que les grands du royaume franc ne voient pas trop ce qu'ils ont à gagner là-dedans. Pot de balle, Théodebald, vont-ils lui dire. Soit qu'ils soient déjà tous riches et satisfaits pour leur part de ce qu'ils ont déjà ramassé les années précédentes, et ne voient pas un super ratio coût-bénéfice dans une nouvelle guerre contre les Byzantins en Italie, soit que personne n'ait vraiment l'autorité ou la capacité de mener l'armée, dans un État mérovingien normalement piloté par un roi chef de guerre. Et que du coup, dans ce cas-là, cela poserait pas mal de problèmes. L'histoire va-t-elle finir en queue de poisson ? Ah non, pas du tout même. Parce que Théodebald Ier a à peine renvoyé les ambassadeurs les mains vides que se produit le coup de théâtre. 2 aristocrates alamans du nom de Lotharis et Butilin, 2 frères puissants du peuple soumis 15 ans plus tôt par le papa Théodebert le Brillant, sortent du bois. Et nos 2 hommes, pas traumatisés par la vie négative de Théodebald, décident tout simplement de saisir l'offre des Ostrogoths. Les Alamans, ignorant l'ordre royal, décident de monter eux-mêmes une armée pour aider leurs frères barbares du Sud contre Constantinople. Alors, on ne connaît pas précisément l'histoire de ces 2 frères, ni leur rôle exact à ce stade à la cour. Mais rappelez-vous, la prise de contrôle du pays en 537 s'est passée sans énorme violence apparemment. Une annexion en douceur du pays avec l'écroulement du pouvoir ostrogoth au sud. Et pour réussir ce coup, Théodebert le Brillant, pragmatique comme toujours, avait justement maintenu les structures politiques et culturelles du pays alémanique, en laissant le pilotage de cette immense région au nord des Alpes par des aristocrates locaux. L'Alémanie, c'est le modèle décentralisé préféré des rois mérovingiens pour contrôler des territoires lointains et un peu sauvages sans s'embêter avec de l'administration. Alors est-ce que les 2 frères sont des dux chargés du pays ou de simples aristocrates sortis du rang? Impossible à dire, mais ces hommes sont apparemment assez puissants et autonomes pour non seulement défier la puissance du roi, mais aussi pour monter leur propre armée de secours début 553. Après tout, la stratégie de pillage et de conquête qui a si bien servi aux premiers mérovingiens avec des adversaires momentanément affaiblis reste toujours une bonne option. Or, les Alamans, eux, n'ont pas profité comme leurs homologues francs durant les glorieuses années de conquête de la Thuringe ou de la Burgondie. Est-ce que ça ne serait pas leur tour tout simplement maintenant avec le pays des Ostrogoths? Ouais, comme c'est commode tout ça. Le roi des Francs est officiellement contre, et les 2 frères seraient des renégats. Tout ça pour dire que le roi n'aurait rien à voir avec cette initiative individuelle, désapprouvée à Trèves par toutes les autorités compétentes. Mais c'est quand même bizarre cette histoire. Cela rappelle furieusement la première intervention de Théodebert à la fin des années 30, où il jouait un peu au con avec l'empereur et qu'il avait soi-disant envoyé des Burgondes en Italie pour que sa trahison passe crème. Cette fois, ce n'est pas des Burgondes, mais ce sont les Alamans qui s'en mêlent. Bien sûr, à l'insu du plein gré du roi. Disons que la faiblesse du roi Théodebald, impuissant, dépassé par ses propres aristocrates et incapable de contrôler leur action dans ces territoires lointains, est l'explication la plus simple que nous rapportent en effet les chroniqueurs. Sauf qu'il y a évidemment quelques petits problèmes avec cette option. D'abord, que si le roi est faible, rien ne nous laisse penser que sa cour l'est elle aussi. Et si rien de dramatique ne s'est passé pendant ses premières années de règne, aucune catastrophe ne s'est produite non plus. Preuve que tout n'est pas parti en sucette au nord et que les forces du royaume sont donc intactes depuis la mort de Théodebert. Et puis, la chronique précise bien que nos hommes ne sont pas n'importe qui. 2 hommes puissants, en grande considération parmi les Francs, dont ils commandaient les armées, nous dit le chroniqueur. Donc pas 2 renégats connus pour leur désobéissance, pas 2 rigolos dont personne n'a jamais entendu parler. Comment 2 hommes aussi éminents décident tout à coup de faire sécession sans que personne n'ait l'air troublé ou choqué à Trèves?
ou ne tente de s'interposer. D'autant que nos deux frères commencent par une action choc qui montre à l'évidence qu'on n'a pas affaire à des amateurs. Leutaris et Butilin recrutent une armée de 75 000 hommes, nous dit la chronique. Un chiffre proprement prodigieux qui, même s'il est exagéré, prouve que l'opération est massive. Et pour remplir les rangs, nos hommes n'y vont pas par 4 chemins. On recrute des Alamans, bien sûr, obligés. Mais surtout, le chroniqueur est formel. On recrute aussi des Francs. Alors, est-ce qu'on a servi l'explication commode de la faiblesse de Théodebald aux ambassadeurs byzantins, un roi incapable de faire respecter ses décisions dans son propre royaume? Ça semble assez probable. Mais est-ce qu'on a convaincu la cour de Constantinople de l'innocence absolue de l'infirme derrière cette armée de secours alémanico-franque, échappant à tout contrôle et partant à l'attaque de l'Italie en désobéissant à son ordre direct? Presque à coup sûr. Enfin, presque. Impossible de savoir si c'est vraiment à cause de la faiblesse de Théodebald l'infirme que toute cette opération alémanique a pu se mettre en place. Ou si c'est une belle version de plausible deniability, comme disent les anglo-saxons, de déni plausible, pour que sa cour ne soit pas éclaboussée si l'affaire partait en vrille. S'ils perdent, on pourra toujours affirmer que ces deux renégats n'avaient aucun rapport avec le roi, puisqu'il avait clairement dit non aux ambassadeurs ostrogoths. Et s'ils gagnent, on verra. Après tout, ça sert à ça d'avoir des ambassadeurs pour transporter les lettres vers Byzance quand la situation est un peu trouble, non? Franchement, quelle mauvaise langue ce Procope. Pour un peu, on pourrait presque croire que les Francs sont des charognards sans parole, toujours prêts à mentir pour arnaquer leurs soi-disant alliés ou parents à chaque occasion. Enfin, presque. Merci d'avoir écouté l'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous retrouver sur Internet et à nous contacter sur meropodcast.fr@gmail.com. Rendez-vous au prochain épisode.